Nous allons attendre encore 30 secondes, puis nous allons commencer. Il est 10h03. Très bien, nous allons commencer. Bonjour tout le monde. Je me suis Debbie Douglas pour ceux et celles que je n'ai pas encore rencontrés. Bienvenue. Bienvenue à notre lancement en avant-première de la nouvelle politique antiraciste et anti-oppression d'OCACI. Il s'agit ici de notre deuxième session, de nos deux sessions de lancement. La première a eu lieu mercredi dernier à la même heure. C'est bon de voir autant de personnes nous rejoindre. Je sais que d'autres personnes vont nous rejoindre encore. Nous avons une session bien remplie pour vous aujourd'hui et j'aimerais donc être consciente du temps. Quelques éléments de logistique. Si vous avez besoin d'assistance technique, utilisez le chat, la boîte de clavardage. Je pense que l'onglet se situe au bas de votre écran. Vous pouvez parler directement avec Adèle Merheb ou Martha Olerana, qui sont les co-hôtes. Merci de rester en sourdine pendant la session. Nous aurons une section questions-réponses à la fin de la section des panélistes. Merci d'utiliser la section Q et R, la section questions-réponses qui se trouve au bas de votre écran. Ne publiez pas vos questions dans le chat, dans la boîte de clavardage, car nous risquons d'en perdre trace. Vous pouvez communiquer ensemble dans le chat, mais pour les questions, utilisez l'icône Q et R qui se trouve au bas de votre écran. Nous aurons 2 sondages au début. Le sondage va s'ouvrir sur votre écran. La question sera en français et en anglais. La session bénéficie également de l'interprétation simultanée vers le français et l'anglais. Merci d'utiliser l'icône d'interprétation au bas de votre écran pour sélectionner la langue de votre choix. La présentation PowerPoint qui sera utilisée par Asha sera en français et en anglais. Nous vous demandons à la fin de la session de répondre à une enquête. Nous aurons une enquête d'évaluation qui s'ouvrira dans votre navigateur à la fin de la réunion Zoom. Merci d'y répondre en quelques minutes. Votre contribution est très importante pour nous. Et pour ceux et celles qui participent à nos webinaires depuis des années, vous savez que nous utilisons votre rétroaction pour améliorer votre expérience en tant que participant et participante à nos sessions en ligne. La rencontre d'aujourd'hui va être enregistrée en anglais et en français. Et à la fin de la rencontre, d'ici un jour ou deux, l'enregistrement sera publié sur le canal YouTube d'OCACI. Si vous ne voulez pas que votre face soit sur YouTube ou à l'écran, merci de désactiver votre caméra. C'est Amy qui écrit mes notes d'allocution et elle n'active jamais sa caméra. Donc, c'est elle qui a mentionné cela. Si vous n'avez pas votre caméra activée, cela améliore également la bande passante et la connexion Internet. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, je vous encourage à garder votre caméra activée pour que nous puissions vous voir, à moins que vous ne vouliez pas être enregistré et visible sur YouTube. Donc, sur YouTube. Nous savons que la fatigue sur Zoom est réelle, donc nous vous encourageons à prendre soin de vous. Soyez présents, soyez à l'écoute de votre corps et de vos émotions. Vous pouvez vous lever, vous étirer, partir si vous en avez besoin. Donc, prenez soin de vous. Et bien sûr, la partie la plus importante de mon travail ce matin, c'est de reconnaître les terres desquelles je vous rejoins aujourd'hui. Je suis située à Toronto, sur la terre sacrée et traditionnelle des peuples de l'île de la Tortue. Toronto est situé dans le pacte du bol une cuillère et de la ceinture Wampum, qui est un pacte entre les Anishinaabe, Chippewa et Haudenosaunee, ainsi que les Wendat, pour prendre soin des terres. Nous en sommes au mois de novembre. Nous nous concentrons sur l'histoire des femmes. La semaine dernière, nous avons
porter attention à la violence fondée sur le genre à laquelle font face de nombreuses femmes. C'est important car nos sœurs autochtones continuent de devoir faire le plaidoyer de- pour que la situation soit reconnue, notamment les jeunes filles et femmes autochtones disparues et assassinées. J'ai eu une mort dans ma famille récemment et j'aimerais donc également mentionner mes ancêtres, ceux et celles qui sont venus ici dans le cadre de la traite des esclaves transatlantiques. Et j'aimerais reconnaître aussi ceux qui ont immigré récemment ici, sur ces terres, et dont les corps sont enterrés au Canada. Et j'invoque mes ancêtres à cette rencontre d'aujourd'hui. C'est un honneur de vous présenter Asha Edwin. Elle va animer la session d'aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, nous avons aussi deux de nos leaders de secteur d'Ocassi qui vont parler de leur expérience de la mise en place de politiques similaires. Nous avons Sorana Sandy qui est ici avec nous. Elle est basée à Toronto. Elle est la PDG de Skills for Change. Et ensuite, nous avons Lucia Harrison, qui est la PDG de Kitchener-Waterloo Multicultural Center. La rencontre d'aujourd'hui est également facilitée par nos interprètes simultanés du français vers l'anglais, Claudia Hoffman et Mercedes Amoretti. Et maintenant, nous allons passer au sondage. Amy, pourriez-vous partager les questions du sondage? Nous ne voyons pas le sondage. En effet, le sondage ne s'affiche pas. Martha, désolée, la fonction sondage n'est pas active sur mon ordinateur. Je vais donc demander à l'un de mes collègues d'activer la fonction. Désolée pour ces petits soucis techniques, mais on le voit à présent. Merci. De quelle région venez-vous? Où vous trouvez-vous? Merci de cliquer sur votre région, puis appuyez sur Soumettre. « 52% de l'Ontario. Le sud de l'Ontario aussi est bien représenté. Et ensuite, il y a une répartition égale entre l'Est et l'Ouest de l'Ontario et une répartition égale entre l'Est également et le Nord. Donc, nos collègues du Nord sont ici, en pleine puissance. Nos collègues de l'Ouest, Martha, il faut parler à vos amis de l'Ouest. Il n'y a que 3% ici de l'Ouest de l'Ontario. Et je me demande qui du conseil d'administration d'Ocassi est ici et qui vient des régions de l'Ouest. On n'a personne de la Colombie-Britannique. Je ne vois même pas pourquoi c'est une option. Un deuxième sondage. Avez-vous une politique anti-racisme et ou anti-oppression dans votre organisation?
Oui, non, en cours, je ne suis pas sûre. Très bien, 69% des répondants ont dit oui. Vous avez déjà donc une politique anti-racisme et anti-oppression. 17% sont en train de mettre une politique en place. C'est exactement le type de résultat que nous voulions voir. Nous avons fait de ce travail d'antiracisme, anti-oppression une priorité pour le secteur en pratique et en termes de politique. Et je suis ravie de voir que 69% ont déjà mis une politique en place. L'antiracisme et l'anti-oppression sont une priorité pour OCACI en tant que membre conseil et c'est une priorité pour vous en tant qu'agence membre. Nous espérons vivement que nos efforts de collaboration en tant qu'OCACI auront une influence plus large sur le secteur de l'aide aux immigrants et aux réfugiés en Ontario et au-delà. Nous avons commencé à travailler avec ACHA pour mettre à jour notre politique de lutte contre le racisme et l'oppression il y a près d'un an. La trousse que vous allez voir aujourd'hui est le résultat d'un processus véritablement participatif. Ce travail a été guidé par un comité consultatif composé de 14 personnes issues des agences membres d'OCACI de tout l'Ontario. Et ces personnes ont été identifiées par le biais d'un appel ouvert aux agences membres. Et donc, le comité consultatif s'est auto-sélectionné. J'aimerais remercier toutes les personnes du comité consultatif qui ont participé. Merci de nous avoir permis d'être centrés et concentrés pendant le processus. Il s'agit ici d'un document qui émane du secteur. C'est grâce à votre rôle de comité consultatif. Vous pouvez trouver l'ensemble de la trousse d'outils de la RAO sur le site web d'OCACI. Nous allons bientôt mettre en ligne la traduction française ainsi que les liens vers les deux sessions de lancement des 15 et 22 novembre. Nous savons que les agences membres d'OCACI ont réfléchi et travaillé à la promotion de l'équité raciale au sein de vos organisations et à travers tous les domaines d'activité. Beaucoup d'organismes membres ont déjà des politiques de lutte contre le racisme et l'oppression en place. 69% aujourd'hui ont répondu que vous avez déjà une politique et je pense que c'était à peu près les mêmes résultats la semaine dernière. Nous vous invitons à partager les ressources que vous avez déjà avec vos collègues en les plaçant sur le site web d'OCACI. Nous allons envoyer un appel à l'action à toutes les personnes qui ont déjà des pratiques exemplaires et des politiques en place pour que vous puissiez les partager avec nous. Nous allons ensuite les intégrer sur une page de ressources sur le site web d'OCACI pour que d'autres organismes membres puissent tirer profit de ces ressources. Pendant que vous écoutez cette session, vous pouvez envoyer votre politique existante par courriel à policyevents@ocasi.org. Vous pouvez nous envoyer vos pratiques exemplaires, vos politiques, tout ce que vous jugez nécessaire et utile. Vous pouvez nous l'envoyer par courriel à policyevents@ocasi.org. J'aimerais maintenant vous présenter Asha Edwin qui va présenter la trousse ARAO, anti-racisme, anti-oppression. Asha Edwin Dayshare a travaillé avec OCACI sur un certain nombre d'initiatives de lutte contre le racisme, notamment une analyse de l'environnement de la lutte contre le racisme avec les agences membres, la modération d'une série de webinaires et maintenant l'élaboration de la nouvelle politique de lutte contre le racisme et l'oppression. Asha, la parole est à vous. Merci, bonjour, merci Debbie, bonjour tout le monde. Je vais aller tout de suite dans le vif du sujet, histoire d'être consciente du temps que nous avons. Tout d'abord, bienvenue. Aujourd'hui,
Nous avons déjà eu l'ouverture qui a été effectuée par Debbie. Nous allons passer à la politique ARAO. J'aimerais prendre quelques minutes pour parler de cela. C'est un aperçu du document. Vous avez le lien dans la boîte de clavardage. Vous pouvez l'ouvrir en même temps pour suivre. Il s'agit ici de proposer une introduction aux agences membres. Nous allons vous dire ce qui est inclus dans la trousse ARAO. Ensuite, nous aurons une discussion de panel. Nous avons deux panélistes ici aujourd'hui qui sont des leaders de l'industrie. Et ensuite, nous aurons une section questions-réponses avec les participants et participantes. Vous pourrez poser vos questions dans la boîte questions-réponses. Et ensuite, on aura un mot de clôture de débit. Comme Déby l'a mentionné, moi, j'aime également parler d'une entente communautaire avant de commencer. La vidéo et l'audio sont facultatifs. Vous pouvez activer votre caméra si vous le souhaitez ou le désactiver si vous le souhaitez. S'il y a des problèmes techniques, dites-le nous dans le clavardage. Nous vous invitons à parler d'un point de vue personnel à la première personne. Et c'est important de se respecter, de respecter les autres et d'avoir un dialogue respectueux. Nous avons conçu ce webinaire pour inclure le français et l'anglais. Le français est en turquoise et l'anglais est en noir pour que le tout soit inclusif et accessible, tandis que nous avançons dans la présentation. Et ainsi, tout le monde se sentira plus à l'aise de suivre diapo par diapo. Nous n'aurons pas besoin vraiment de faire des allers-retours. En ce qui concerne les diapositives, tout est inclus. Donc, quel est l'objectif du webinaire? L'objectif, c'est de vous fournir un aperçu de la politique ARAO et vous présenter des considérations clés pour l'introduire au sein de l'organisation. L'objectif ici, c'est de fournir des informations, de vous montrer à quoi ressemble la trousse et nous l'avons bien sûr conceptualisé pour vous. Cela va ensuite changer d'organisme à organisme, mais ça va vous permettre d'avoir un accès initial, une introduction à la trousse ARAO. Nous allons discuter des expériences de mise en application vécues par notre panel de leaders du secteur. Et j'aimerais aussi que vous considériez comment votre organisation peut mettre en application une nouvelle politique ARAO et ce qui serait nécessaire pour assurer des pratiques à tous les niveaux. Pour commencer, nous avons fait un récapitulatif de la présentation lors de l'Assemblée générale annuelle. Donc, on va faire ici un petit résumé pour les personnes qui n'étaient pas présentes ou qui n'ont pas regardé l'AGA en ligne. Donc, j'avais fait une présentation de 5 minutes, puis on avait fait une recommandation issue de l'analyse environnementale de 2021. Ensuite, il y avait un panel consultatif composé de 14 membres qui étaient auto-sélectionnés, comme Debbie l'a mentionné. Et ça a été vraiment crucial dans le processus. Les membres du comité consultatif ont donné leur perspective, étaient engagés et ont identifié des écarts à combler. Nous avons aussi eu une révision de la politique, un langage de la politique, des références, puis nous avons développé la trousse ARAO en nous basant sur ces informations. La trousse antiraciste et anti-oppressive inclut la politique. C'est une politique que les organismes peuvent adapter ou adopter telle qu'elle. Et il y a donc ici un aperçu des processus de développement, la mise en application escomptée. Et donc, nous partageons aussi l'origine de cette politique et tout le travail qui a été effectué pour la développer. Nous décrivons donc dans la trousse rapidement ces différents éléments. Il y a un guide ainsi que la structure du document et des instructions sur l'utilisation du document. La trousse inclut aussi un glossaire, des termes clés afin de mieux comprendre les concepts, les phrases, les mots. C'est donc un travail, c'est un document plutôt que les organismes peuvent adapter si c'est nécessaire. Et ensuite, nous avons aussi un guide de mise en œuvre
qui visent à soutenir les agences pour la mise en œuvre de la trousse, de la politique plutôt. Pour l'aperçu, il y a 5 sections: l'introduction, le contexte, le contrôle juridictionnel et la définition de l'antiracisme et l'anti-oppression. Et ensuite, il y a également la raison d'être, l'approche intersectionnelle, l'intégration de la politique et les piliers de la politique. Au tout début, nous offrons quelques définitions. Nous avons utilisé donc ce document avec une approche intersectionnelle. Et ça a été un élément important dans la création du document et c'était aussi important pour OCACI. Cela a donc été intégré, cette approche intersectionnelle, dans la conceptualisation de la trousse. Donc, en ce qui concerne l'approche juridique, donc le contrôle juridictionnel plutôt, c'était important d'intégrer cela pour soutenir et orienter et aligner les objectifs des différentes parties prenantes. Ensuite, nous avons l'élément raison d'être, but et portée. Ici, le but encore est de soutenir les organismes dans l'intégration des politiques. Puis, nous avons l'approche intersectionnelle que j'ai déjà mentionnée, l'intégration de la politique et les piliers à prendre en considération. Donc, les fondements et les guides pratiques que nous avons utilisés et qui ont façonné la politique ont été intégrés. L'objectif, c'est donc de pouvoir soutenir les organismes. Nous vous encourageons à avoir une approche intersectionnelle, de promouvoir et faire avancer l'action stratégique et organisationnelle, de comprendre en fait qu'il y a différents niveaux. L'objectif, c'est d'avoir un secteur équitable et d'assurer une participation complète de tous les membres de notre communauté. Dans le texte, vous pourrez en fait voir ces différents principes et différentes pratiques afin qu'il y ait de la cohérence dans la trousse. Et cela vous permet aussi d'avoir des références pour l'introduction de la politique. L'objectif ici, donc, comme je disais, c'était de soutenir les agences, promouvoir et faire avancer l'action stratégique et organisationnelle, répondre de manière proactive et systématique au racisme et aux oppressions, favoriser des pratiques axées sur la communauté, les attentions mutuelles et la responsabilité, et encourager et soutenir l'établissement et la participation des nouveaux arrivants. Au niveau 4, nous parlons aussi des soins et donc, vous pouvez adapter des versions et des identités qui ne sont pas forcément conventionnelles. Donc, nous invitons des organismes à penser de façon critique aux soins, à l'attention portée donc à cette politique ARAO au sein de leur organisation. En ce qui concerne la couverture et le contrôle juridictionnel, la conversation continue d'avoir lieu et l'objectif ici, c'est de soutenir les organismes dans- autour de la politique ARAO. OCACI n'est pas responsable de la surveillance organisationnelle et de la mise en œuvre de cette politique. Nous fournissons cette politique que les organismes sont libres d'accepter ou non et d'adapter ou non. Ce que nous espérons, c'est qu'au cours de cette conversation, nous pourrons vous soutenir, répondre à vos questions, vous fournir du contexte lorsque vous voulez introduire cette nouvelle politique, si vous le choisissez. Nous avons également identifié la raison d'être, le but et la portée. L'objectif, bien sûr, c'est de favoriser la RAO dans tous les secteurs et de favoriser donc des valeurs et des attitudes antiracistes et anti-oppressives au sein de nos organismes, qu'il s'agisse donc de notre personnel ou des communautés que nous servons. Le but, c'est de travailler continuellement pour assurer un accès équitable à des opportunités, des services, à la prestation de services, la représentation et la pleine participation des personnes immigrantes et réfugiées en Ontario et au Canada. En ce qui concerne la portée, on cible l'antiracisme et l'anti-oppression partout dans le secteur.
Ensuite, nous passons au guide de mise en application. Ici, nous avons identifié différents éléments, de l'intention à l'action, le développement d'une politique et d'un guide, c'est le premier point. Le deuxième point, comment se référer à la politique ARAO. Je pense que c'est l'un des éléments les plus importants. Troisième point, les considérations pour l'introduction de la politique. Quatrième point, un guide pour l'introduction et la mise en application. Ici, nous avons un exemple d'étape par étape pour l'introduction, de pas à pas pour la mise en application. Et nous avons également un échantillon du guide de mise en application. Ici, il s'agit donc d'un ensemble de lignes directrices qui peuvent aider les organismes à mettre en œuvre la politique. Il y a également un échantillon de pratiques exemplaires et une conclusion. Donc, afin de soutenir la planification, dans le guide, nous avons identifié 4 éléments. Premièrement, un plan organisationnel pour l'adoption ou l'adaptation, parce que certains organismes ont peut-être déjà une politique en place et voudront peut-être juste voir s'il y a certains écarts à combler et pourront alors juste prendre quelques éléments de la politique. Et si vous n'avez pas encore de politique en place, vous pouvez adopter notre politique dans son entièreté ou en partie. Le deuxième point, c'est que nous vous aidons à identifier et mettre à jour le langage dans le texte et les ressources. Et donc, les organismes pourront mettre à jour certaines informations aussi. Il s'agit donc d'un document accessible auquel vous pouvez faire référence et qui est évolutif. Si vous voulez ajuster cette politique, il y aura peut-être certaines sections qui seront plus pertinentes que d'autres. Et vous pourrez donc vous servir de cette trousse à cet effet. Et nous avons aussi quelques exemples et des piliers à prendre en considération et l'alignement sur la politique. Alors, des considérations pour l'introduction, l'adoption de la politique. Alors, les organisations peuvent l'utiliser sans apportant aucune modification. Ils peuvent utiliser partie du document ou ils peuvent l'utiliser pour supplanter d'autres pratiques qu'ils auront à l'interne. Alors, nous avons identifié 4 piliers qui devrait être pris en considération lorsqu'il devrait être pris en considération lorsqu'il est en train d'adopter une version de ses politiques. Et voici les considérations qui ont été identifiées. Alors, il y a toute l'imputabilité organisationnelle qui se penche sur qu'est-ce que l'organisation défend, la mission, les valeurs et les croyances. Nous avons des principes directeurs. Alors, c'est un engagement pour s'attaquer à le racisme. Il y a aussi la mise en œuvre organisationnelle, comment l'organisation vise à mettre en œuvre la politique et toutes les politiques connexes. Ça, c'est toutes les autres politiques qui sont internes à une organisation. Alors, et ça rime avec cette politique ou autre politique. Alors, ça, c'est tout les faire en considération. Quand tu es pris en considération, je vais l'afficher par la version française sous peu. Alors, en matière d'imputabilité organisationnelle, ce que donc nous avons fait, c'est on a assuré un arrimage avec la politique. Alors, c'est lorsqu'on est en train de regarder d'adopter ou adopter, lorsque vous passez à travers l'imputabilité organisationnelle et vous assurez un arrimage avec cette politique ou une autre politique, et ça va rimer avec la section 1.1 de la politique. Ça va examiner vos engagements. Alors, c'est pouvoir s'attaquer à tous les enjeux. Ça rime avec 2.2. Aussi, l'engagement pour pouvoir avancer ou avec en solidarité avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Ça, c'est 2.2. Ça a été fait pour pouvoir être très clair quelles parties sont référencées. Et 2.1 spécifie la raison d'être de la politique. Par la suite, la mise en œuvre organisationnelle, ça veut dire d'identifier les individus qui sont responsables pour la mise en œuvre, sa application et la surveillance. Et par la suite, toutes les politiques connexes vont faire partie de 4.1, 4.2. Et ça énumère les déclarations et toutes les lois et des politiques internes et tous d'autres documents de soutien. Ça, c'est la version française. Pour les considérations, si vous voulez regarder ces diapos rapidement pour prendre note. Et par la suite, on passe à la section. Alors, on vise à pouvoir
créer une politique pour que ça soit accessible, pour mettre en œuvre un guide pour vous aider à passer à travers le travail de qu'est-ce que nous avons fait vis-à-vis la mise en œuvre, que vous l'adaptez ou l'adoptez. Alors, les sections de la politique examinent l'imputabilité organisationnelle. Alors, c'est juste tout cet engagement organisationnelle. La partie 2, c'est la politique antiraciste. Alors, ça vraiment met de l'avant la déclaration de la politique et la raison d'être de la politique. Cela est tout est indiqué dans la politique. Et par la suite, 3 points, ça comprend l'application de la politique, alors l'application, l'imputabilité. Alors, dans cette partie, on décrit qui est responsable pour la mise en œuvre et la supervision de la politique. Par la suite, on regarde l'accessibilité. Ça fait une partie importante de la discussion, les différents formats et le langage pour assurer que ça soit accessible et disponible. Et toute personne qui aimerait avoir accès, que ce soit l'effectif ou autre. Et par la suite, c'est la mise en œuvre organisationnelle. Ça, c'est le guide. Ça, c'est un document à part de la ARAO et cela, ce sera en un annexe comme vous souhaitez l'utiliser. 5, c'est pour voir les ressources de soutien. Ça comprend un lexique de terminologie et par la suite, toutes les politiques organisationnelles 5.2 vers 5.3, c'est la loi et les déclarations qui soutiennent la mise en œuvre d'une politique ARAO et par la suite, ça 5.9, c'est toutes les autres ressources de soutien. Et tel que mentionné, vous allez voir dans le document qu'il va être un champ pour inclure le nom de l'organisation. C'est vraiment un appel à l'action. Et vous pouvez intituler les sections telles que vous le souhaitez pour pouvoir soutenir justement cette introduction et cette mise en œuvre. Si on va de l'avant, alors le travail de développement ne serait pas capable sans le panel consultatif. J'aimerais remercier tous les individus qui ont partagé leur expertise et leur temps pour rendre ce processus possible et a vraiment façonné la manière dont que nous allons procéder avec le développement de la, la politique et l'introduction. Cela, ça m'amène à la fin de l'introduction vis-à-vis le lancement de cette politique. J'espère que vous êtes capable de pouvoir suivre cette présentation et vous allez trouver des renseignements intéressants pour pouvoir mettre en œuvre la politique. Il y a des questions fort intéressantes dans le bois de clavardage et j'aimerais reconnaissante du temps. On nous a demandé s'ils peuvent adopter la politique. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'on peut utiliser la trousse aéro et d'encourager d'autres parties à utiliser cela? Est-ce qu'il y a des coûts associés à l'emploi de cette route? S'il y a quelqu'un d'Ocassi qui aimerait clarifier ou de me corriger si j'ai tort, alors il n'y a pas de coût associé. C'est hautement encouragé à partager cette route avec d'autres agences et c'est disponible en ligne. Le, lan- Il y a tous les liens et tout cela sera partagé avec les agences membres. Amy vient juste de partager le lien qui vous amène la trousse dans la boîte de clavardage. On a besoin d'avoir le soutien pour mettre en œuvre ces politiques auprès d'une organisation. Est-ce que c'est quelque chose que l'IRCC pourrait financer? Je vais pas laisser cette question. Je vais garder ces questions pour la fin. Suite à la discussion de panel et par la suite, on pourrait avoir quelqu'un de l'équipe au CACI répondre à ces questions et va vous revenir avec une réponse. Et ça, c'est la partie assez intéressante. On va passer le panel de discussion. Nous avons un leader sectoriel qui sera présent. Alors, le panel vise à vraiment nous offrir une expérience pratique vis-à-vis l'introduction d'une politique auprès d'organisations. On a une discussion fort fructueuse pendant le dernier webinaire et je vise à faire le même ici avec la structure. Nous avons des questions structurées pour le panel de discussion. Lorsqu'on passe à travers la discussion, c'était fort important que je rebondisse sur ce qui a été partagé. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais intégrer les réponses dans les questions, vice-versa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'envoyer dans la, dans le Q&A, là.
Je vais aussi intégrer d'autres renseignements qui est partagé de la part des panélistes euh, dans les commentaires. Nous avons le panel de discussion pour les questions qui sont énumérées en français et en anglais. La semaine dernière, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, nous avons posé les questions dans la boîte de clavardage. Je vais faire cela à nouveau au lieu de les afficher sur l'écran. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour voir les visages. Et si justement il y a des enjeux, je peux lire qu'est-ce qui est écrit. Alors, je vais présenter les panélistes pour notre auditoire. Nous avons deux panélistes aujourd'hui. Je suis fort enthousiaste. Nous avons Sarang Sandy, qui est la PDG de Skills for Change, une agence qui a déjà 200 immigrants et des réfugiés et des groupes desservis annuellement. Un diplômé de Harvard University avec une maîtrise dans les pratiques de développement LM et aussi une maîtrise d'affaires. Elle siège aussi de Harvard Alumni, Toronto Arts Foundation et the Black HR Professionals du Canada. Bienvenue. Lucia Harrison est la PDG de Kitchener-Waterloo Multicultural Center, KWMC. Elle a travaillé pendant 24 ans. Lucia a apporté au pas 7 ans d'expérience du secteur corporatif. Elle était aussi travailleur autonome du secteur au BNL. Elle est la fondatrice du The Water Kitchener Immigration Partnership. Elle a aussi siégé auprès de différents conseils d'agences, y compris au CACI, et elle participe aussi à plusieurs comités consultatifs. Je vous souhaite la bienvenue aux deux. Merci. Alors, pour débuter, nous avons, nous avons dédié 7 minutes et demie par question. On va demander au panel d'offrir une déclaration préliminaire pour pas vous présenter ou partager des renseignements supplémentaires. Alors, on va commencer avec Lucia. Merci, Acha. Pour moi, ça a été vraiment un processus de toute la vie et ça a commencé lorsque j'étais ado. Et qu'est-ce que je suis pas consciente lorsqu'on regarde dans nos politiques anti-racisme et anti-oppression, c'est un document vivant qui va toujours demander d'être modifié, adapté, mis à jour. Pendant mon mandat, donc, on a complètement réexaminé notre politique à 3 reprises et je sais qu'on va continuer à faire ce travail. Nous avons besoin on a fait des choses au cours des dernières années. Je crois que d'il y a 10 ans, on, on a réexaminé la définition de famille dans notre politique qui était fort important pour s'assurer que ça comprenait tous les membres de la famille, toutes les familiales. Nous avons aussi regardé les exigences en matière de personnes vulnérables. Nous avons ajouté des phrases et on comprend que les personnes noires et racialisées sont surreprésentées dans le système et qu'une coche négative n'aurait pas nécessairement un, un impact néfaste sur le volontariat. Je crois pour moi, un des éléments les plus importants, c'est de faire preuve d'écouter à mon personnel. C'est le personnel qui est venu me voir pour dire qu'on avait besoin des toilettes non genrées. C'était mon personnel qui, qui avait proposé d'offrir des cartes cadeaux pendant les entretiens. Je pense que c'est important de reconnaître que c'est un document vivant et que tous et toutes doivent être impliqués et de faire preuve d'écoute. Je pense que c'était les éléments les plus importants. Je vais arrêter sur ça. Merci. Merci, Lucia. À Surana. Merci. Bonjour à tous et toutes. Juste pour clarifier, à Skills for Change, on desserve pas de 1000, c'était de 20 000 clients. Alors, bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je m'adresse à vous depuis les territoires non cédés de Mississauga, Chippewa et de Anishinaabe et de Wendat. Et c'est un plaisir de pouvoir être présente aujourd'hui.
J'aimerais remercier toute l'équipe d'Ocassi pour mener ce travail fort important dans ce secteur vulnérable et qui est fort rempli de défis. De pouv- alors, j'aimerais le remercier pour vos efforts pour pouvoir soutenir nos efforts en matière d'antiracisme et anti-oppression. Alors, avant de me joindre à l'organisation en l'année 2000, alors Skills for Change a créé sa propre politique à l'époque. Alors, c'était divisé en deux volets, hein. On a commencé de regarder différentes pratiques de plaintes, alors aussi de voir tout le leadership et la formation, de voir comment on peut aider les communautés de telle manière pour comment la communauté pourrait partager leur rétroaction. Comme ça, on pourrait apporter des améliorations à la procédure. C'est aussi partager avec d'autres groupes communautaires pour développer la deuxième phase. On s'est penché justement sur la politique ARAO et l'importance de ce travail. Mais nous, notre organisation, peut-être vous savez, c'est vraiment accré pour soutenir les nouveaux arrivants et les communautés. Et la mise en œuvre des politiques, c'est pas simplement une obligation morale, c'est un aspect important pour assurer qu'il y a un respect de toutes les lois et procédures. Alors, pour pouvoir habiliter notre clientèle à travers nos services, que ce soit justement la formation, le travail, etc., on sait que l'on a un environnement de travail, un environnement de service à la clientèle qui est vraiment libre de billets et de barrières systémiques entre les différentes parties prenantes, que ce soit à l'externe ou interne. On veut s'assurer que tout le monde qui a accès aux services se sent respecté, soutenu et que nos collègues qui travaillent auprès de notre organisation se sentent la même chose. Parce que c'est pas simplement une question de livraison de services, c'est vraiment de préconiser un environnement d'inclusion et d'efficacité. Alors, s'assurer qu'on est capable de faire preuve d'écoute et par la suite d'intégrer leur rétroaction. Nous, on sait qu'un conseil, un leader et les gens qui sont pas capables de s'attaquer à l'ARAO peut avoir une incidence néfaste sur notre clientèle, notre effectif et tous les partenaires communautaires. Et c'est vrai, ça peut justement perpétuer les barrières qu'on vise à défaire, que ça, par exemple, l'inci- l'incivilité culturelle, entre autres, et cela peut avoir un impact, comment ils s'intègrent, comment ils se sentent habilités. Et à cause de cela, on a besoin d'offrir un environnement qui est compréhensif, respectueux. Et dans le travail qu'on mène, on vise à intégrer ces compréhensions. Si on ignore cette fait, ça peut avoir défait vraiment l'importance de notre travail. Puis en même temps, on n'est pas capable de mettre en œuvre ces communautés équitables et intégrées pour les nouveaux arrivants. Alors, c'était une des politiques de AERO de pouvoir vraiment que ça devienne une pierre angulaire. J'espère qu'on va pouvoir créer un avenir, mais non seulement des idéals, mais aussi des réalités pour différents groupes divers auxquels on interagit au quotidien. Sur ce, je vais prendre, euh, je vais arrêter sur ça et je vais attendre pour prendre vos questions. Merci. Merci pour avoir corrigé ce chiffre de 20 000. J'aimerais vous partager toute la partie sur la rétroaction et le renseignement. La rétraction joue un rôle important pour informer la manière dont les organisations introduisent les politiques, surtout sur des enjeux qui varient de individu à individu vis-à-vis leur compréhension, leur approche et comment ils sont capables de le démontrer auprès des organisations. Et lorsqu'on pense à cela, comment on peut assurer que notre politique AERA est intégrée auprès de votre personnel, les volontaires, les clients, les fournisseurs, et que c'est actif et présent en utilisant justement cette rétroaction et l'impact ou acceptance ou descendance de cette mise en œuvre pour pouvoir vraiment faire progresser la discussion et pouvoir s'attaquer aux enjeux qui se retrouvent au sein des organisations et l'impact que cela a à l'interne et à l'externe.
Alors, je vais me tourner vers vous, Surana. Alors, je vais publier la question dans la boîte à clavardage et par la suite, je vais intégrer cette idée de rétroaction, de compréhension vis-à-vis la manière dont ça peut avoir une incidence sur la politique. Ça, c'est une excellente question. Tel que mentionné, cette politique a été déjà en place pendant plusieurs années. Mais lorsque le travail a commencé, il y avait une différente compréhension à l'époque. Et au cours de la dernière année, étant donné qu'il y avait des inquiétudes vis-à-vis de la justice sociale et surtout toute la réponse globale qui a mené au meurtre de George Floyd, ainsi que l'escalade en matière d'événements d'homophobie, le sentiment anti-asiatique. Et nous, en tant que Skills for Skill Change, on a l'idée de mettre à jour, d'examiner nos pratiques et nos politiques auprès de l'organisation. Et au lieu de le faire de notre côté tout seul, de mettre en place des groupes de travail, etc., on a décidé pourquoi pas se mettre en partenariat pour vraiment réitérer cette nouvelle version de la politique ARO. On a développé un partenariat pour créer justement des programmes de formation compréhensive et effective. On a commencé au mois d'avril 2023. Alors, on vise d'offrir ces formations pendant un an. Alors, au début, on s'est penché sur l'exploration des les billets, les microagressions. Et ça, c'est une approche qu'on croyait qui était importante parce que ça a vraiment établi la base pour comprendre différents aspects d'oppression. Alors, il y avait des sessions ciblées sur le, leur antiracisme, sexisme, le, capa- la capacité, etc., l'homophobie, alors différents sujets pour créer vraiment l'espace et le temps chaque mois pour que les gens reflètent, c'est obligatoire. Toute l'organisation est à l'arrêt et la haute direction est offerte pendant une demi-journée. Il y a du travail qui est fait posteriori, etc., sur des sujets fort ciblés. Alors, par exemple, le mois dernier, nous avons travaillé sur les saphobies et ce mois-ci, on va se pencher sur l'antisémitisme parce que on adapte aussi l'horaire vis-à-vis les différents sujets géopolitiques et ça, c'était fort opportun pour l'introduction de cet atelier. Alors, je crois qu'on permet aussi de pouvoir apporter des changements à le travail parce que on croyait qu'il serait bénéfique non seulement de mettre à jour une politique et par la suite de publier la politique sans vraiment former nos collègues vis-à-vis les enjeux individuels qu'on doit comprendre pour pouvoir éduquer les gens. C'est une politique anti-racisme, anti-oppression, mais vous comprenez pas les définitions de ces termes et comment l'antisémitisme est manifesté ou vous comprenez pas le contexte. Je pense pas que vous êtes capable de pouvoir respecter la politique et de le déployer tel comme on le souhaite. Alors, on croyait que c'était important de faire une formation, de présenter les enjeux, assurer la compréhension, d'apporter la socialisation et par la suite la mise en œuvre et l'imputabilité. Alors, c'est vraiment de mettre en lumière un langage commun et de mettre de l'avant différentes expériences complexes et vécues et même des aspects d'oppression. Alors, c'est important pour notre effectif de comprendre justement des principes sous-jacents. Je voulais réitérer. C'est vraiment la compréhension des principes sous-jacents de pression avant de déployer une politique. Parce que c'est maintenant qu'on s'est de comprendre vraiment le contexte historique actuel et comme ça notre équipe est munie avec différentes perspectives et compréhension comme ça ils comprennent vraiment la valeur des politiques. Alors, il était donc important d'im- d'impliquer la haute direction parce on voulait vraiment renforcer cela. Il voulait jouer un rôle charnière pour pouvoir concevoir et influencer cette politique ainsi que le comportement de l'équipe. Alors, si ils étaient capables de mener leurs équipes avec les outils
nécessaires pour assurer une sécurité psychologique et sociale. Notre équipe, nos principes de ARAO et nos pratiques ARAO sont non seulement compris, mais sont mis en œuvre de manière active à tous les différents niveaux, paliers de changement. Alors, nous espérons que cela renforce justement la criticacité pour assurer justement cet environnement en libre d'oppression et de racisme. À travers cette initiative, on voulait que tous les éléments effectifs s'impliquent dans une discussion fort courageuse. Je dois vous avouer, à chaque les sujets qui étaient assez difficiles parce que beaucoup de mécompréhension et beaucoup d'éléments sont présentés. Alors, on a attaqué différents sujets pendant la discussion, mais on espère qu'il va y avoir une meilleure compréhension de différentes manifestations de l'oppression. Ça nous aide à pouvoir assurer que nous offrons un lieu de travail inclusif. Alors, la mise en œuvre joue un rôle clé. Alors, on voulait que ça résonne auprès de l'organisation et que cela se manifeste dans notre service à la clientèle auprès de différentes communautés. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je viens juste de recevoir les éléments que j'aimerais utiliser de votre réponse qui était fort détaillée. Avant de passer, alors on a besoin, on va terminer la discussion vers 11h10. Alors, je vais juste être à l'affût de l'heure, mais aussi les interprètes ont demandé que les gens de parler un petit peu plus lentement dans leur réponse. Alors, si on peut juste garder à cela en tête. Mais vous avez mentionné plusieurs questions importantes. Alors, l'idée que vous avez mentionné la compréhension, la conjoncture, mais aussi de pouvoir révéler les inquiétudes, les enjeux que les gens avaient vis-à-vis ces politiques. Alors aussi, je voulais me tourner vers vous avant de passer à la prochaine partie de la présentation. Comment vous allez assurer la socialisation des politiques en considération aussi différents soutiens que les individus pourraient nécessiter? Parce qu'on voit justement qu'il y a des enjeux contradictoires ou l'identité contradictoire, mais simplement de comprendre vis-à-vis l'expérience personnelle. Alors, comment cela se manifeste auprès de l'organisation vis-à-vis la socialisation des politiques, notamment, comment je pourrais le dire? Tu sais, notamment les politiques plus d'importance primordiales, telles que les politiques en matière de RRO. Je pense que je ferai écho beaucoup d'une grande partie des propos de Surana. La formation que nous avons au cours des années avec notre effectif, de temps en temps avec le conseil, je dois dire que c'est difficile d'impliquer davantage les membres du conseil. Je crois qu'on trouve ça difficile tous les mois. Mais pour le personnel, alors clairement, ça comprend des formations en matière pour lutter contre l'oppression, lutter contre le racisme autochtone, le, la LGBTQ+. Alors, ce texte est bien reçu ou bien accueilli. Je vais aussi reconnaître qu'occasionnellement, nous avons du personnel qui nous demande pourquoi on est en train de faire cela, pourquoi on est en train de faire cela et pourquoi on est en train de la formation en matière de questions autochtones. Je pense que c'est très important que les gens nous posent ces questions pour faire progresser ces discussions. Je pense qu'il est important de nous offrir cet espace. Alors, on fait face à des difficultés auprès d'une clientèle, non de la manière dont on est capable de les desservir, mais la manière dont on les offre des renseignements. Comment publier des renseignements vis-à-vis les sessions, comment on peut encourager les gens à y assister. Je crois que l'autre manière que nous avons socialisé cette notion, ce concept, était basée sur une discussion récemment, c'était la reconnaissance auprès de nos membres que la haine est à la hausse présentement. Et pour nous, ça demande d'examiner qu'est-ce que cela veut dire, comment on dessert nos clients, qu'est-ce que nos clients pensent lorsqu'ils viennent à nos centres. Et ça, cette discussion, je croyais fort utile. Un des éléments qu'on doit faire en amont, c'est de, d'être très clair dans nos pratiques d'embauche, de qui nous sommes, qu'est-ce qu'on représente, notre mandat, nos politiques. De telle manière, c'est très clair pour les gens lorsqu'ils se joignent à notre organisation,
qu'on est anti-raciste. On est et on entend que notre personnel soit de même. Alors, peut-être ça a aidé justement dans l'aspect de socialisation, d'être très, très clair en amont avec eux vis-à-vis les attentes et nos attentes en tant qu'organisation. Merci. J'ai quelques questions. Alors ça nous amène à la prochaine question. Vraiment, c'est cette idée de clarté, de transparence. Mais même aussi vis-à-vis de la formation, qu'est-ce qui a été soulevé, c'est que les deux éléments que vous avez soulevés, alors le financement et de pouvoir vraiment maintenir leur cap vis-à-vis le nombre de formations pour soutenir la ARAO. S'il y a d'autres alternatives que les organisations ont mis en œuvre pour s'attaquer les inquiétudes qui ont été soulevées, et cela peut comprendre la discussion, les dialogues et comment ces renseignements sont utilisés pour faire progresser le sujet de ARAO. Et lorsque nous avons des intérêts ou des perspectives contradictoires. Et cela m'amène à la prochaine question. C'est une question assez importante. Alors, comment on va s'attaquer des points contradictoires et nos intérêts vis-à-vis des enjeux de racisme et de discrimination, ou par exemple le contexte et le actuel de Israël et Palestine. Alors, je pense qu'il est important de comprendre ce focus pour pouvoir s'attaquer à d'autres inquiétudes vis-à-vis la RAO qui sont réelles pour les individus que vous desservez auprès de vos organisations et communautés. Est-ce que je peux commencer? Oui, je vais le mettre dans le clavardage. Allez-y, Sorana. C'est difficile. Je vais parler de l'importance du leadership moral, surtout dans le contexte de la politique et des politiques à RAO. Le leadership moral inclut la prise de décision éthique, il s'agit d'inclusivité et de l'engagement à la justice sociale. Pour cela, il faut que les leaders confrontent le racisme et l'oppression au sein des organismes et cela nous permettrait de démontrer de l'empathie, de la crédibilité, de l'apprentissage contenu en ce qui concerne la justice sociale et faire le plaidoyer pour des groupes marginalisés. En ce qui concerne des points de vue divergents, ce qui concerne des sujets controversés. Il faut qu'il y ait un dialogue ouvert avec un environnement inclusif et respectueux. Cette politique ARAO, dans notre approche, joue un rôle crucial. Nous reconnaissons et respectons la liberté d'expression et nous valuons la diversité de perspectives dans la prise de décision et dans la résolution de problèmes. Mais c'est aussi important de maintenir un milieu de travail qui est exempt de discussions qui créent de l'hostilité et de la discrimination. Il ne s'agit pas ici de restreindre la liberté d'expression, mais d'avoir des lignes directrices pour que tout le monde se sente à l'aise et respectueux, peu importe les croyances personnelles. Il ne s'agit pas ici d'imposer ses opinions et d'intimider les autres. Il faut aussi parler de l'aspect émotionnel de ces conversations. Nous avons des formateurs pour le leadership moral et ces formateurs nous engagent et nous aident à tenir ces conversations difficiles. Donc, nous sommes bien sûr des êtres humains et c'est difficile d'avoir ce type de conversation, mais l'objectif, c'est d'avoir une compréhension qui est analytique et empathique. Et cela a aidé les collègues à avoir ces conversations plus sensibles. L'objectif, c'est de s'assurer que les conversations soient constructives. Nous travaillons avec ces politiques pour les extendre tous les niveaux. Il s'agit aussi des outils numériques, des plateformes. Donc, il faut que simplement qu'il y ait des guides directrices clairs pour que nous puissions avoir un milieu de travail qui est conscient et qui respecte les droits individuels. Donc, à travers la répétition de ces politiques, nous espérons que nos équipes sont outillées pour mettre en place un environnement inclusif. Nous respectons la liberté d'expression, c'est sûr, mais nous voulons un environnement inclusif et respectueux avant tout.
Nous ne prenons pas de parti politique et nous ne voulons pas sentir que des membres de notre équipe se sont exclus ou que des membres ne puissent pas parler ou soient marginalisés dans le milieu de travail. Pour cela, il faut qu'il y ait des nuances et cela est un défi, en effet. Sorana, Lucia, vous avez tous deux parlé du fait de créer des espaces sûrs pour des conversations au sein de vos organismes. Je voulais demander à Lucia la chose suivante. Comment est-ce que les organismes peuvent créer ces espaces de discussion en prenant en compte en fait cette responsabilité individuelle où il y a des gens qui ont peur de dire la mauvaise chose et qui ne sont donc pas engagés dans la conversation, où certaines personnes pensent qu'elles vont empirer les choses si elles s'expriment. Est-ce qu'il y a des conseils pour les organismes pour qu'ils puissent avoir ces conversations, être tenus responsables, mais aussi s'assurer en fait de la façon dont on tient ces conversations dans un contexte ARAO? Et peut-être que naturellement, vous pourriez aussi parler de comment est-ce que le racisme, la discrimination peut avoir lieu, peut voir le jour au sein d'organismes et donc en prenant en compte ces points de vue divergents que je mentionnais plus tôt. Je pense qu'en utilisant l'exemple de la Palestine, nous avons tous du mal dans nos milieux de travail actuellement en ce qui concerne ce thème. Lorsque je parle avec mes équipes de leadership, nous essayons en fait à chaque fois de garder notre approche de diversité, équité, inclusion que nous avons développée ces 20, 30 dernières années. L'objectif, c'est donc de revenir à cette approche, d'analyser notre langage, les mots que nous utilisons. Nous faisons des comparaisons aussi. Donc, en ce qui concerne les changements qui ont été faits, par exemple, lorsqu'on parle des femmes et jeunes filles autochtones disparues et assassinées, il y a un langage approprié. Lorsqu'on parle de l'islamophobie, il y a aussi un langage clair qui a été établi pour savoir ce à quoi cela ressemble. Donc, en prenant l'exemple de la Palestine, c'est difficile pour moi et je pense que pour d'autres personnes aussi. Mais si j'applique tout ce que je sais sur la diversité, l'équité et l'inclusion, ce qui se passe en Palestine, c'est un génocide. Non, il y a bien sûr d'autres choses qui se produisent. Il y a le Hamas qui euh, a perpétré des atrocités. Mais il faut toujours garder en fait cette approche de diversité, équité et inclusion. Nous avons donc établi un langage clair ces dernières années. Et c'est important. Pour créer un espace de dialogue, il faut pouvoir créer euh, cet environnement où nous pouvons nous reposer sur nos apprentissages passés, sur ces exemples que nous avons déjà élaborés. Je ne sais pas, est-ce que la réponse est appropriée, mais voilà, c'est ma réponse. Oui, merci, Lucia. D'ailleurs, Sorana avait mentionné quelque chose en ce qui concerne le fait d'être analytique et d'être empathique en même temps. C'est en effet un élément crucial de cette conversation et les organismes peuvent également se servir de cela. D'ailleurs, OCACI se base là-dessus aussi. Nous sommes un organisme féministe et nous avons une approche intersectionnelle dans notre travail. Et c'est un élément important de l'équité et du, du soin et des soins et de l'attention que nous portons à ces sujets. Donc, lorsqu'on a de l'empathie et qu'on a une approche analytique en même temps, cela aide les organismes dans le cadre de cette politique ARAO en analysant ces composants. Cela permet de socialiser cette politique, c'est-à-dire avoir des conversations difficiles, mais avoir aussi en tête des perspectives qui ne sont pas familières et qui peuvent être critiquées dans le cadre du patriarcat et autres.
Et donc, ces conversations difficiles, en effet, doivent avoir lieu, mais en même temps, il y a la réalité aussi de comment est-ce qu'elles se manifestent dans la société. Et maintenant, j'aimerais vous poser une autre question à toutes les deux en ce qui concerne la tolérance zéro et comment inviter d'autres personnes dans cette conversation. Souvent, on entend que les organismes ont une politique de tolérance zéro pour toute forme de discrimination ou d'oppression. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quelle est votre tolérance zéro dans votre organisme? Et il y a aussi une question qui a été posée dans le chat. Lorsqu'il y a des engagements qui ne sont pas respectés ou qui sont violés, comment est-ce que vous tenez vos membres responsables? Ah, oui, on pense toujours à la flexibilité, donc c'est un peu bizarre de parler de tolérance zéro. Pour nous, nous avons une tolérance zéro pour toute forme de discrimination et oppression. Ce n'est pas seulement une politique que nous avons, c'est aussi un principe fondateur de notre organisme. Cela est donc intégré dans toutes nos relations avec nos partenaires. Donc, nous avons des politiques anti-oppression, anti-racisme au sein de notre organisme. Cela inclut les partenaires, les parties prenantes, les clients, les employés. Et cette politique définit ce que c'est le harcèlement, euh, comment dénoncer les incidents et les différentes procédures. Et il y a également des conséquences lorsqu'il y a une violation de ces politiques. Nous nous assurons que tous les employés qui rejoignent l'organisme sont familiarisés avec la politique. Nous la partageons régulièrement à travers de la communication et des formations. Et donc, c'est important que les politiques soient socialisées régulièrement. Tout le monde doit être familiarisé. Donc, il faut que les employés adhèrent à la politique, mais qu'ils soient aussi familiarisés. Nous n'avons pas seulement ces politiques au sein de Skills for Change. Nous l'intégrons en fait dans nos protocoles d'entente avec nos partenaires. Nous avons commencé cette pratique. Nous disons, si nous avons cette politique de non-discrimination, de non-harcèlement, et nous faisons un partenariat avec d'autres organismes et qu'il y a des transactions monétaires, par exemple, comment est-ce que notre politique s'étend à nos partenaires? Donc, nous avons un département juridique avec lequel nous travaillons cette année pour que dans tous nos protocoles d'entente, il y ait cette politique de non-discrimination et non-harcèlement et nos meilleures pratiques et tout cela inclus dans ces accords pour que toutes les entités qui font affaire avec nous soient au courant et acceptent ces politiques. Et grâce à ces protocoles d'entente, nous mettons en place des pratiques exemplaires non seulement au sein de notre organisme, mais également avec nos partenaires. C'est important. Et donc, c'est important de savoir quelle sera l'expérience lors de ces échanges avec ce partenaire. Nous ne savons pas, est-ce que les partenaires auront les mêmes valeurs? Et donc, lorsque nous faisons affaire, ce que nous voulons, c'est de nous assurer que tout le monde a de bonnes expériences, mais que ces partenaires aussi traitent leurs clients et leurs employés de la bonne façon. L'objectif, c'est de créer un environnement respectueux pour le changement. Et donc, il ne s'agit pas seulement des employés de Skills for Change, mais de toutes les autres personnes aussi. Ce sont des mesures proactives pour s'assurer que toute forme de discrimination ou d'oppression au sein de notre secteur puisse être enrayée. Donc, notre politique de tolérance zéro concerne la reddition de comptes et l'action. Nous sommes engagés à la maintenir dans d'autres environnements de travail. Nous maintenons le respect, l'équité, la dignité. Il s'agit là de normes et non pas d'exceptions. Et toute déviation de ces valeurs de la part de notre personnel, de partenaires ou de parties prenantes sera rencontrée par un
se rencontrer en fait par des conséquences. Donc, nous essayons donc d'enrayer cela en ayant une politique de respect à l'interne et avec nos partenaires. Les formations que vous avez faites ont certainement montré que souvent les gens n'ont pas la même compréhension des pratiques et des contextes. Et c'est pour cela que nous intégrons cette politique dans toutes nos interactions. Merci, Sohana. Et merci, s'il vous plaît, de vous rappeler pour les interprètes de parler plus lentement. Et Sohana, vous avez parlé des partenariats un peu plus tôt. Et dans le processus de rétroaction, vous avez mentionné le fait qu'il faut ramener les gens dans cette discussion. Vous avez parlé du langage utilisé et comment on associe en fait cette idée de partenariat avec nos valeurs. Il faut pouvoir partager, mais aussi avoir une part de responsabilité dans le travail qui est fait. Le SIA, je voulais aussi vous poser la question suivante. Qu'est-ce que votre association fait en termes de politique tolérance zéro et en lien avec la politique ARAO? Je pense que notre politique que nous avons mis en place a en effet certains degrés, certaines étapes, et nous avons une politique tolérance zéro, mais ça ne veut pas dire que la personne va être automatiquement mise à pied s'il y a une erreur ou une violation qui a lieu dans le bureau au sein de notre milieu de travail. Donc, il y a différentes étapes. D'ailleurs, je suis assez intriguée. Surana, vous avez dit que vous intégriez votre politique au sein de vos protocoles d'entente. Nous ne l'avons pas encore fait, mais je pense que c'est ce que nous allons faire à l'avenir. C'est une idée brillante. Nous avons commencé à le faire avec notre politique de salaire, mais nous n'avions pas encore fait pour les protocoles d'entente. Donc, merci d'avoir partagé cela. Nous avons fait beaucoup de travail avec nos partenaires d'immigration. Nous avons 30 ou 40 agences qui sont impliquées dans le cadre de notre partenariat d'immigration et nous avons une plateforme partagée pour le travail anti-racisme, anti-oppression. Pour revenir sur le point de la tolérance zéro, on a fait le travail dans, auprès de notre organisation pour se pencher sur la zéro tolérance de la part de la clientèle pour assurer que nous avons des renseignements disponibles dans une panoplie de langues pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui ne sera pas toléré auprès de notre effectif et de notre clientèle. On est très clair avec l'effectif, mais pour nous, une politique en zéro tolérance serait fondée sur différents degrés. Alors clairement, il y a des éléments que nous n'avons pas acceptés de la part de notre effectif, mais cela n'a pas eu lieu. Mais des différentes nuances et par la suite, on peut pouvoir les examiner ensemble pour comprendre où ça vient et pourquoi ça se manifeste. Alors cela a joué un rôle important. Alors cela, c'est quelque chose qu'on fait auprès de notre organisation. Merci beaucoup. Alors, je vais intégrer une dernière question. Alors, on aimerait savoir, avec tout, avec tout ce qui était partagé à date, quels sont les différents défis les importants pour pouvoir socialiser la politique et comment vous étiez capable de s'attaquer à ce? Est-ce qu'il y a des facteurs qui devraient être abordés ou pris en compte ou intégrés dans la phase de planification de la politique pour habiliter les organisations, telles que, par exemple, les données ou autres? Et comment cela pourrait se manifeste en matière de la mise en œuvre de l'application? Parce que la plupart du temps, c'est vu comme étant ascendante ou descendante. Alors, un des éléments qui est difficile lorsque vous parlez le, justement dans tous les éléments, dans le règlement on doit être préparé pour pouvoir naviguer les différents éléments qui vont se préparer. Alors, ça, il y avait la mécompréhension ou le manquement d'engagement en matière d'équité.
Alors, ça pourrait représenter un défi, mais un des défis plus importants, c'est justement à quel moment que c'est perçu comme quelque chose descendante. Alors, c'est important de comprendre que ça peut avoir un incident sur tous les paliers d'une organisation. Et ça commence aussi avec la reconnaissance des leaders. On est toujours en train d'apprendre ensemble. On n'est pas des experts. On n'a pas toujours raison. On est en train d'entamer ce parcours ensemble, puis on est en train de créer ces apprentissages pour créer le meilleur environnement. Parce qu'on sait, sans l'implication et l'engagement complet de chaque membre de l'organisation, une approche descendante peut mener à des, à des lacunes et ce serait quelque chose qui est plus envisagé comme étant quelque chose qui est imposé par la haute direction. Alors ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment considérer. Mais pour combler cet écart, c'est essentiel pour les leaders de comprendre et c'était très important que leurs bottines suivent leurs babines vis-à-vis leurs engagements. Lorsqu'on parle d'un leadership moral, et c'est tellement important, ça joue un rôle tellement important parce que c'est caractérisé par un engagement à long terme pour pouvoir préconiser une organisation ou un environnement organisationnel qui est juste et équitable. Alors, on est capable d'accueillir ce type de leadership moral. Je vais retirer justement, ça porte sur l'imputabilité et l'apprentissage en continu. Alors, ça porte sur la discrimination. Alors, c'est vraiment de recommander des politiques aéro. Alors, je crois que cette approche, alors c'est important. Alors, pour s'attaquer aux défis, alors nous avons eu des rencontres annuelles, des assemblées avec les employés en train d'utiliser les slides pour recueillir la rétroaction. Et ça nous avait forcé à adop- adopter certains éléments qu'on n'avait peut-être pas identifiés et peut-être à pouvoir aider que c'est quelque chose qui est plus manière à mettre en œuvre et à intégrer. Alors, du fait qu'on avait une partie tierce, un expert tiers, ça joue un rôle clé parce que ça aide vraiment à s'apporter une perspective externe, une expertise externe qu'on ne détenait pas au sein de l'organisation. Et ils connaissaient beaucoup à propos des dernières recherches qui avaient été menées, les meilleures pratiques, puis ils étaient capables aussi de personnaliser la formation vis-à-vis notre organisation et aussi de créer un environnement de formation beaucoup plus ouvert et transparent qui permettait les gens étaient plus confortables d'aborder des sujets sans se préoccuper pour des représailles. Alors, c'est assez dispendieux d'avoir un expatriat. On n'a pas les fonds pour pouvoir embaucher un consultant pendant un an. Alors, on sait que nos financements et nos ressources sont limitées, mais vis-à-vis des restreintes budgétaires, je crois qu'on a besoin investir dans des experts. On est en train de pouvoir utiliser les ressources qu'OCACI a préparées. Je suis certaine qu'elle a été dispendieux, mais ils sont tellement importants de pouvoir créer un secteur qui est beaucoup plus solide. On doit comprendre ou considérer le coût de la formation comme étant un investissement et non une dépense pour apporter un virage culturel, organisationnel, que ce soit dans les priorités. Les investissements peuvent mener à des lieux de travail inclusifs. C'est la qualité, le service que nous offrons aux clients, c'est la manière qu'on conçoit le programme, comment on est capable de capturer cela ultimement. J'espère que ça va contribuer à une société beaucoup plus équitable et inclusive. Alors, je pense que l'engagement du secteur pour pouvoir diversifier la main-d'œuvre et les services, c'est une obligation pour nous aider à comprendre les couches complexes d'oppression que notre clientèle pourrait expérimenter dans le contexte canadien. Et je pense que la formation en matière de ARO, ça munit notre effectif avec les compétences et les connaissances nécessaires pour vous créer le meilleur environnement possible. Alors, euh, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. La RAO ne devrait pas être euh, étant considérée comme une conformité avec une loi ou etc. aux nouvelles tendances
c'est vraiment au-delà de la conformité. C'est capable de vraiment de préconiser la compréhension, l'empathie. Et je crois j'espère que ça crée justement un engagement réel envers l'équité. Merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir laissé justement pour cette dernière pensée. Lucia, j'aimerais me tourner vers vous avant de terminer notre panel aujourd'hui. J'ai quelques questions de la part du public que j'aimerais demander. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps, mais aussi de votre perspective. Quels sont les différents défis que vous avez fait face à? Est-ce que vous avez des propos de clôture que vous aimeriez partager? Il n'y a pas grand-chose que je peux ajouter suite à Sorana. Je pense que sa réponse était assez compréhensive. Alors, je crois que le défi le plus important, qu'on en va justement dans la socialisation de cette politique et les autres politiques, c'est justement la croyance fondamentale que on a, on, on a tous de- du racisme. Et la barrière la plus importante auquel on fait face, c'est le fait que les gens disaient que, ah non, je suis pas raciste. Non, j'ai fait la formation. Alors, pour moi, le défi, c'est que les gens de comprendre l'oppression, les biais, et de comprendre que c'est un processus à long terme et qu'il y a il y a des aspects de notre personne. Et je pense que la barrière la plus importante, c'est de quand les gens disent qu'ils sont pas racistes, on va pas être capable d'entamer le progrès nécessaire si on n'est pas capable de reconnaître cela. Alors, mes remarques de clôture seraient la suivante. Je l'ai dit plus tôt. On doit faire preuve écoute, parce que à notre clientèle, parce que nous, en tant que leader, on n'est pas toujours ouvert d'apporter les changements nécessaires. Mais lorsqu'on ouvre ces portes et on permet les changements que la personne est en train de proposer, ça permet l'effectif à se sentir habilité pour apporter les changements nécessaires de manière ascendante. Merci pour ces réponses. J'aimerais souligner un élément de la part de la discussion vis-à-vis discussion et les parties tierces, même en tant que ça porte sur la formation. Alors de voir comment continuer ces discussions de de l'avant. Et des fois, ça, comment vous êtes capable de faciliter la discussion? Comment vous créez l'environnement pour cette discussion? Alors, comment ça les apporte d'apporter un virage de culture organisationnelle pour permettre le dialogue ouvert? Et c'est vraiment priorisé. Et, et que ça va jouer un rôle important dans l'avenir de l'organisation. Et comment cela va nous modifier en tant que personne? Alors, notre point de départ, c'est justement cette reconnaissance où on se trouve présentement dans ce cheminement. Et comment on fait face et on remet en question cela dans nos efforts au quotidien à travers la discussion, à travers l'introduction de nouvelles politiques et du travail, la formation, du travail en continu. Des fois, cette formation, c'est vraiment la pratique et comment on se présente dans ces espaces. C'est ça vraiment la leçon ou l'apprentissage que je retire d'aujourd'hui. Vraiment, c'est la compréhension, le focus, la démonstration telle que mentionnée par Sorana, la transparence, la responsabilité et l'imputabilité des individus et des organisations. Alors, merci beaucoup pour vos contributions, aux discussions et pour ce concept. Et pour tout que vous avez contribué. Il y avait une autre question. J'étais capable d'intégrer les autres questions de Alors, la question auditoire est la suivante. Est-ce que sa politique devrait adapter vis-à-vis qu'est-ce qui est en train de se manifester à l'échelle géopolitique et justement la liberté de discours qui a été remis en question, remis en cause par notre gouvernement? Pouvez-vous répéter la question? Je vais la lire à haute voix. Corrigez-moi si je suis pas en train de le prononcer correctement. Croyez-vous que cette politique devrait être adaptée à la conjoncture mondiale, la conjoncture géopolitique et le discours ou la liberté de discours qui a été remis en cause par nos gouvernements. Je crois que c'est toujours important que si nos politiques auprès d'une organisation est toujours, c'est que ça soit un document vivant.
Alors, vous allez examiner dans votre travail et aussi de travailler avec vos parties prenantes pour apporter les modifications nécessaires pour soutenir la mission et les valeurs de l'organisation pour vraiment informer votre mission. Alors, il faut toujours être prêt à apporter des modifications vis-à-vis la conjoncture actuelle, que ce soit votre organisation ou autre. Lucia, est-ce que vous avez quelque chose de supplémentaire à ajouter? Je suis d'accord avec Serena. Sinon, c'est un document vivant qu'on doit examiner en continu. Et je pense que la mise en œuvre vis-à-vis les apprentissages que nous avons, qu'est-ce que nous avons appris à travers le travail anti-racisme et anti-oppression et d'inclusion, ça, cela vraiment va informer ces discussions, mais pas la conjoncture actuelle. Merci beaucoup. Et je suis en train de souligner vraiment l'engagement dans le travail d'Aéro. J'aimerais vous remercier à tous d'avoir participé au panel et de cette discussion. Et maintenant, je vais céder la parole pour, pour le mot clôture. Debbie, j'ai une question. Je ne sais pas si Ocassi est prête à répondre. On a besoin de soutien pour pouvoir développer et mettre en œuvre ces politiques auprès d'une organisation. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans le nouveau OFPCP? Il a dit pour l'interprète. Il a dit pour l'interprète. Debbie, on vous entend pas. Les interprètes ne peuvent pas vous entendre non plus. Et maintenant, alors oui, je vous encourage toutes les agences à comprendre ou intégrer du travail antiraciste, anti-pression dans vos travaux, les propositions à l'RCC, mais aussi autour des bailleurs de fonds au cours des dernières années. On devrait être capable dans notre bailleur de fonds pour pouvoir renouveler nos accords de finances avec eux. Vous allez voir justement des propositions dans l'IRCC qui parlent justement des analyses de gens en place. Demander du soutien pour adopter les politiques. Nous allons continuer de fournir de la formation anti-racisme, anti-oppression et d'autres types de formations. Vous pouvez participer à ces formations. Nous avons des formations sur l'approche intersectionnelle. C'est quelque chose que nous voulons continuer de développer dans le cadre de l'adhésion des agences membres et dans le secteur. Merci beaucoup, Acha, Surana, Lucia. Merci pour cette conversation très instructive et engageante. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous félicitent également dans le clavardage. Ces deux rencontres sont très importantes. Je vous encourage à télécharger la trousse et la politique. Contactez-nous si vous avez besoin d'aide et si vous avez vos politiques et pratiques déjà en place, merci de les partager. C'est important en tant que membre de partager les ressources entre nous. Vous pouvez les partager à policyevents@commercialocassi.org. Et tandis que vous quittez la rencontre, vous allez voir une enquête, un sondage qui va apparaître. Merci de le remplir. Merci aux interprètes. Merci à l'équipe de politique d'Ocassi. Merci d'avoir organisé cet événement. Passez une très belle fin de journée, une très belle journée. Merci.